Il y a deux utopies. Il y a l'utopie de l'harmonie totale, parfaite, qui à mon avis est illusoire et conduit parfois au pire. Mais il y a l'utopie de ce qui pour le moment nous semble impossible, mais qui est dans les possibilités humaines, comme de supprimer la faim dans le monde, comme arriver à la paix sur la terre. Ce sont des possibilités qui ont des obstacles énormes. Ça, c'est la bonne utopie. Et j'ajoute que nous devons faire la critique du réalisme, du pseudo-réalisme, parce que le réalisme croit que ce qui est aujourd'hui va être éternel, ne va pas durer. Et on est très surpris quand brusquement un dictateur saute quelque part alors qu'il semblait éternel. Donc, à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas d'un côté l'utopie et le réalisme. Il faut aujourd'hui faire un dialogue, une dialectique permanente entre ce qui est souhaitable et possible et une réalité qu'il faut transformer tout en tenant compte qu'elle existe. Il faut s'adapter au réel pour le transformer. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur France Culture. Les possibles utopiques mises en bouche d'Edgar Morin et maintenant autre dialectique, celle de notre invité, le philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l'ENS. Il est ici pour son essai « 3 utopies contemporaines » paru chez Fayard, de l'histoire de la philosophie ancienne dont il est spécialiste à l'humanisme que nous pourrions défendre demain. Sujet de son nouveau bouquin, il poursuit sa réflexion philosophique et anthropologique sur les hommes et le temps, entamée notamment en 2010 avec Notre humanité d'Aristote aux neurosciences. Quel devenir pour l'homme, devenu flou entre l'animal et la machine, ballotté entre deux utopies contemporaines, post-humanistes d'un côté et animalistes de l'autre. Il part en quête d'une troisième voie qui permettrait à l'homme de se retrouver dans des frontières nouvelles, le cosmopolitisme. Bonjour à vous, Francis Wolff. Bonjour, Olivia Desbert. Avant d'envisager l'avenir, il faut peut-être partir d'un constat, le vôtre. Nous sommes saturés d'utopie ou saturés d'utopie affaiblis surtout, fatigués par les échecs cuisants des différentes utopies qui se sont succédées, les inoffensives, un peu irréalistes de l'Icari d'Étienne Cabet à la Société fraternelle de Saint-Simon, jusqu'aux grandes utopies politiques sur lesquelles se sont fondés aussi les totalitarismes du XXe siècle. Comment se relever de cela? C'est un peu la question de départ. Pourquoi d'abord cette saturation, Francis Wolff? La saturation obéit à des mécanismes bien connus. Nous avons connu des utopies en acte. Pour simplifier à l'extrême et enfoncer les portes ouvertes, les grands drames du XXe siècle se soldent par la réalisation, la volonté de réalisation d'utopies. Je distingue deux grands types d'utopies en acte qui ont tendu à se réaliser. D'un côté, les utopies de l'avoir et d'un autre côté, les utopies de l'être. Les utopies de l'avoir, c'est nous sommes ceux qui devons avoir en commun. Et les utopies de l'être, nous sommes ceux qui sont le commun, la communauté. Utopie de la pureté, qui est celle de l'être, utopie de la communauté ou du communisme de l'autre. Le problème de ces utopies en acte, c'est qu'elles, visant un impossible, le moyen devient la fin. C'est-à-dire, étant donné que le bien est hors d'atteinte, comme on sait, il faut en permanence lutter contre le mal. Le commun n'est jamais assez commun, donc il faut éliminer définitivement les classes ou les classes supposées encore propriétaires. Le pur n'est jamais assez pur, donc il faut toujours éliminer les juifs, les tziganes, tous ceux qui ne sont pas purement ce qu'ils doivent être. Donc le destin des utopies en acte, c'est précisément que elles sont en permanence confrontées au mal, alors même qu'elles visaient originellement quelque chose comme un bien impossible. Tandis que les utopies littéraires, tandis que les utopies rêvées, elles songent au bien et ne font pas le mal. Il y a eu aussi quand même des bonnes utopies. Il y a des bonnes utopies. On parlait des utopies en acte. D'ailleurs, nous en connaissons une aujourd'hui, une utopie en acte. Qu'est-ce que l'État islamique, sinon exactement une utopie en acte, c'est-à-dire une utopie de la pureté. Il doit y avoir un État quelque part où ne seront que les purs musulmans et cette pureté est
infini, hors d'atteinte, et nous devons en permanence éliminer les mécréants, les non purs, les impurs, etc. Bien entendu, les utopies littéraires de Platon, Thomas More, etc., et toutes les grandes utopies communistes du XVIIIe siècle, rêvaient un impossible, mais voilà, pour nous faire rêver, pour décrire ce qui était un idéal, mais ne cherchez pas, dans le réel, à lutter infiniment contre le mal. Alors cette utopie, elle reste en suspens, puisque vous parlez d'utopie en acte, là vous parlez par ailleurs d'utopie en puissance, mais est-ce qu'elle a vocation malgré tout à passer à l'acte d'une autre façon, ou alors il faut renoncer à cela? On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a confrontation en réel, comme l'évoquait Edgar Morin, c'est la perte de l'utopie. Alors, c'est précisément cette contradiction que j'essaie de dépasser. Je pense que ce à quoi nous ne pouvons plus aspirer, ce sont à des utopies politiques. Les utopies en acte qui ont tenté à se réaliser politiquement, non seulement échoué, mais ont apporté des formes du mal. Ce qui se dessine aujourd'hui, parce que lorsque l'on chasse les utopies par la porte politique, elles reviennent par la fenêtre de l'imagination. Ce qui se profile aujourd'hui, c'est des utopies post-politiques. Et si j'en distingue trois, c'est précisément parce qu'elles ont en commun d'avoir les trois caractéristiques générales des utopies en général, c'est-à-dire viser un impossible qui par ailleurs est désirable pour une collectivité. Ce sont les trois constantes de toute utopie, qu'elle soit en acte ou qu'elle soit potentielle. Alors, évidemment, l'idéal, l'impossible n'est pas le même. Bien entendu, une utopie, c'est forcément l'impossible, sinon c'est un programme réaliste. Le bien n'est pas le même dans les trois cas. Le bien, dans un premier cas, c'est viser la fin pour l'homme de son animalité. C'est ce que j'appelle l'utopie post-humaniste. En finir une fois pour toutes avec la maladie et la mort, c'est-à-dire avec l'animalité de l'homme. L'animalisme, d'un autre côté, c'est l'utopie inverse, en finir définitivement avec la souffrance de tous les êtres sensibles, et donc, parce que nous ne sommes, nous, êtres humains, nous ne sommes que des animaux, comme tous les autres animaux, des êtres sensibles. Donc ça, ce sont des utopies qui se font face l'une à l'autre, l'utopie post-humaniste et l'utopie animaliste, et qui, à mon avis, sont le symptôme du fait que nous ne savons plus très bien qui nous sommes, nous autres êtres humains. D'un côté, on nous répète, et avec beaucoup d'arguments, que la barrière homme-animal est en train de s'estomper, et d'autre part, la barrière homme-machine semble aussi s'estomper. Autrement dit, les repères qui permettaient jadis de définir l'humanité entre des limites sont en train de s'estomper. Et pour le dire de façon encore plus massive, dans les définitions traditionnelles de l'homme, l'homme n'était ni un dieu immortel, ni un simple animal irrationnel, ce qui définissait à peu près la voie étroite qui lui restait. Il ne pouvait ni viser l'immortalité des dieux, ni se réduire à l'irrationalité des bêtes. Et aujourd'hui, ces deux limites semblent pouvoir être dépassés, et donc d'un côté nous rêvons d'être des dieux immortels, c'est l'utopie post-humaniste, et d'un autre côté nous rêvons d'un univers où nous serions une collectivité d'animaux sensibles dans lesquels rien ne nous distinguerait des animaux. Nous ne sommes plus nous ne sommes plus des êtres humains bien définis par ces limites, et nous aspirons à un destin divin
ou animal. Avant d'en venir à cela, j'aimerais bien comprendre avec vous, Francis Wolf, la fin des utopies politiques, Oui. comme vous le dites avant, pour comprendre comment on est passé à des utopies post-politiques. De ce lent déclin, qu'est-ce qu'on peut en comprendre en termes de raison? Vous dites aujourd'hui, nous ne croyons plus au salut commun, ni au salut, ni au commun. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on pourrait liquider toute forme d'utopie, ou est-ce qu'on peut se dire que penser autrement, mise en acte autrement, elles peuvent s'avérer utiles? Est-ce que vous avez un avis après toutes ces recherches sur la question? Les utopies, là encore, il faut en distinguer deux faces. Toujours la face éclairée et la face sombre. Disons que nous ne pouvons pas nous passer d'idéaux. Pouvons-nous nous passer d'utopie? Peut-être. En tout cas sur le plan politique. Il y a par ailleurs les raisons, c'était d'abord votre question, les raisons pour lesquelles ce paysage des utopies s'est affaissé. La raison essentielle, c'est que je crois que nous sommes devenus des individus. Nous sommes devenus des individus libéraux et nous attendons de l'État deux choses opposées, voire contradictoires. D'une certaine manière, le moins d'État possible puisque nous revendiquons des droits les fameux droits humains qui nous laissent un territoire de liberté absolue par rapport aux intrusions de l'État, mais nous réclamons par ailleurs de l'État des droits à l'éducation, des droits au travail, etc. Les droits A et les droits de vont dans deux sens contraires par rapport à nos exigences. Comme vous l'écrivez assez joliment, nous sommes passés du nous trop puissant au moi conquérant. On est entré dans une période où règne l'individualisme, où on est aussi pris dans cette tyrannie des désirs. Est-ce que c'est blâmable? Est-ce que c'est condamnable? Et surtout, est-ce que c'est la cause de l'échec des utopies ou leurs conséquences? C'est les deux. Je crois que cette emprise de l'individualisme ne doit pas être pris comme une critique par le biais de la critique morale en disant c'est pas bien d'être individualiste, etc. Je pense que c'est un fait, que c'est une conquête d'une certaine manière de la modernité, évidemment avec ces deux aspects. D'une certaine manière, ça implique le repli sur soi, le repli sur le local, le repli sur l'individuel et la fin de la croyance au salut commun, bien entendu. Mais d'un autre côté, c'est une libération par rapport à ce qui a pu constituer ou ce qui peut constituer encore ailleurs l'emprise du collectif, la mainmise de l'État ou les dictatures des petits chefs ou des potentats locaux. Donc je ne crois pas qu'il faille en faire la critique, il faut en prendre acte. Et le propre, nous y reviendrons peut-être, de ces trois utopies, ce sont des utopies à l'âge de l'individualisme, alors que les utopies du passé étaient des utopies à l'âge où nous pensions au salut commun, quel qu'il soit vu par les grands espoirs de libération qu'a pu constituer le communisme au XXe siècle, ou on l'oublie trop, ce qu'a pu constituer le fascisme ou le nazisme aussi au XXe siècle. Et les formes de nationalisme que nous connaissons aujourd'hui, qui sont résurgentes, sont au fond des résurgences de ces utopies de la pureté, évidemment en mode mineur aujourd'hui. Quand je dis que à l'âge des droits et des droits individuels et de l'individualisme, les utopies sont en quelque sorte mises sous le boisseau, je veux dire par là que voulez-vous construire comme idéal collectif à l'âge où forcément les revendications de droits sont contradictoires. Nous voulons à la fois, je le dis souvent, nous voulons à la fois le droit des fumeurs à fumer, celui des non-fumeurs à ne pas être enfumés, celui des mécréants à blasphémer, les polémiques sur la laïcité, c'est ça. On veut à la fois le droit des mécréants à blasphémer, celui des croyants à ne pas être offensés, celui des
On veut l'égalité des femmes en passant par le droit des femmes. Par exemple, alors que... Enfin, l'égalité des hommes et des femmes, voilà. Voilà, l'égalité des hommes et des femmes, il faut passer par l'idée qu'il y a des droits des femmes, l'égalité... voilà, l'égalité a été l'horizon des droits. Il est devenu facteur de division. Sauf qu'il pose la question de savoir, une fois qu'on revendique des droits, ce qui n'est pas un signe de mauvaise santé, qui pourra en bénéficier. C'est la question à laquelle on n'a pas fini de répondre. Et pourquoi les animaux n'auraient pas les mêmes droits que nous? Et pourquoi aussi les robots, dont l'intelligence, certes artificielle, pourrait dépasser l'intelligence humaine demain, n'auraient pas le droit eux aussi d'en bénéficier? Ça pose du coup la question à la fois de ce qui fonde nos différences et aussi ce qui dessine des limites, des frontières à ces revendications. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Les droits ont été signes et revendications de l'égalité, et ils sont en effet devenus un facteur de revendication à l'exclusivité. Par ailleurs, il y a, au-delà de la limite de l'égalité humaine, nous avons quelque chose comme un égalitarisme devenu fou. L'égalité des animaux, c'est évidemment contradictoire, puisque quelle égalité peut-il y avoir entre le loup et l'agneau, bien entendu, ou entre un chien et ses puces, ça n'a pas de sens. Mais l'extension à l'infini de la notion de droit a ses conséquences. De la même façon, pour les droits des robots, pourquoi pas dans la mesure où nous ne pensons plus aujourd'hui que l'intelligence soit uniquement le fait de l'humanité, mais qu'il y a de l'intelligence chez les primates et l'intelligence chez les robots. Cette notion passe-partout de droit a en quelque sorte tout capturé, et c'est précisément quelque chose qui empêche que nous soyons attentifs à des vrais idéaux, à mon avis. Autrement dit, la question que je me pose, c'est: les droits consacrent un règne irréversible de l'individualisme. Peut-on aller prendre acte de cet individualisme de la modernité sans passer par le règne absolu des droits qui sont illimités? Et surtout, comment retrouver quelque chose de commun ou quelque chose d'universel dans cet individualisme que vous décrivez? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Comment reconstituer ce commun, potentiellement? Ou est-ce qu'il faut revenir sur les droits? Il ne faut pas revenir sur les droits, je ne pense pas qu'il le faille, il faut simplement les laisser où ils sont, c'est-à-dire à une revendication d'égalité. Je pense que c'est exactement ce que, de toute façon, cherchent les utopies que j'analyse. Elles cherchent à retrouver quelque chose comme d'idéal du commun, alors même que nous sommes devenus des individus. Alors évidemment, ce commun n'est pas le même dans les trois cas, et dans le premier cas, l'utopie post-humaniste, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement commun, c'est le collectif de ce que nous serions plus tard, c'est-à-dire des êtres bioniques des cyborgs qui pourront vivre infiniment longtemps, ou d'un autre côté, c'est la communauté de tous les êtres sensibles, et celle qui, me semble-t-il, est dans le prolongement de l'humanisme, c'est la communauté cosmopolite. On va justement voir comment vous la dessinez, cette communauté cosmopolite, Francis Wolff, un anti-humanisme, vous le dites, qui ouvre la voie donc à de nouvelles utopies, contraires, contradictoires, voire peut-être vaines. Cette utopie libertarienne, le post-humanisme, qui entend réparer les vivants, le rêve, celui d'améliorer l'existence humaine, une quête vaine ou réductrice. Et puis cette utopie animaliste qui n'a rien à voir, dites-vous, avec la mobilisation pour le bien-être animal, elle va au-delà. C'est une utopie libératrice à sa manière, cette idée de libérer les animaux des caprices de l'homme, avec peut-être des vertus émancipatrices. En tout cas, c'est comme ça que semblent le penser ceux qui la soutiennent. Les animaux sont les nouveaux prolétaires du capitalisme productiviste. Voilà ce qui la sous-tend. On est donc avec le philosophe Francis Wolff pour son nouvel essai. 3 utopies contemporaines parues chez Fayard, et il est 13h16 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Je vous propose d'ouvrir sur une définition du cosmopolitisme tel que nous l'a donné notamment Étienne Tassin, professeur à l'université Paris 7 Diderot, où il enseigne la philosophie politique. Voir si cette définition vous convient à vous, Francis Wolff, on l'écoute. Dans le cosmopolitisme ancien, nous devrions concevoir que nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes tous membres d'un même et unique monde. Mais dans le cosmopolitisme des Lumières, nous sommes tous des étrangers puisque nous sommes tous rapportés aux États auxquels nous appartenons, aux cultures, aux peuples, aux civilisations. Et donc, nous sommes étrangers les uns vis-à-vis des autres. D'où l'idée la grande idée qui organise le cosmopolitisme selon Kant, c'est le principe ce qu'il appelle le droit de visite ou le principe d'hospitalité. C'est-à-dire, nous devrions considérer que tout habitant de la planète dispose d'un droit de se rendre chez les autres, c'est-à-dire que tout étranger doit être accueilli chez soi. Ça, c'est le grand principe des Lumières. Ce qu'Étienne Tassin soulève à travers ces deux définitions dans l'histoire de la philosophie du cosmopolitisme, c'est cette question des frontières qui est très importante aussi pour vous. Vous dites d'ailleurs que les trois utopies actuelles présentent des définitions différentes de la frontière. Dans l'utopie post-humanisme se pose la question de la vie et la mort et de où est-ce que nous pouvons éternellement repousser les limites. Dans l'utopie animaliste se pose la question de la frontière entre les espèces et ici, elle se pose où ? Est-ce que c'est la question de la frontière entre les humains qui se soulève à travers ça ? C'est le problème de la frontière entre les États, et ces frontières sont en partie arbitraires, en partie le fruit de l'histoire, en partie sa conséquence à la fois inéluctable mais peut-être pas irréversible. La preuve, les conflits frontaliers qui sont quotidiens, si je puis dire. Mais pour en revenir à votre question sur la définition du cosmopolitisme et les remarques tout à fait justes d'Étienne Tassin, en effet, on distingue ordinairement trois âges du cosmopolitisme. La définition antique, je suis cosmopolite, disait Diogène, je ne me reconnais pas plus citoyen de Sinope ou d'Athènes, je suis citoyen du monde. C'était une position que j'appelle aujourd'hui le cosmopolitisme à la première personne, une espèce d'éthique libertaire de celui qui souhaite habiter le monde en citoyen de nulle part. Il y a en effet un deuxième type de cosmopolitisme, celui dont Kant est à la fois le contemporain et l'initiateur, c'est-à-dire c'est l'idée qu'au-delà du droit international qui règle les relations entre États, au-delà du droit étatique qui règle les rapports des citoyens à l'intérieur d'un État, il doit y avoir un droit qui règle les rapports des citoyens à tous les autres États, c'est-à-dire au monde. Alors ça, c'est un deuxième type de droit, et je dirais en effet, selon ce que vient de rappeler Étienne Tassin, c'est-à-dire que cela suppose le droit de visite chez Kant et qui s'est élargi progressivement à la notion de réfugié, ça définit ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle un cosmopolitisme de la deuxième personne, c'est-à-dire cosmopolitisme de l'accueil, de l'hospitalité illimitée éventuellement vis-à-vis des étrangers. Et je dirais qu'il y a un cosmopolitisme qui est celui de l'utopie, qui est un cosmopolitisme de la troisième personne, où simplement on se dit, raisonner à la troisième personne, c'est raisonner avec un idéal de justice, c'est-à-dire d'une façon neutre. Et on se dit, au fond, qu'est-ce qui est juste ? La justice, ça consistait à abolir les privilèges dus à la naissance. Eh bien, pourquoi n'abolirait-on pas les privilèges dus au lieu de naissance ? C'est ça le cosmopolitisme à la troisième personne. C'est se dire, il n'y a aucune raison pour lesquelles celui qui vit au-delà de la frontière ait moins de droits que celui qui vit en deçà. C'est quelque chose d'arbitraire. Évidemment, nous sommes ici en pleine utopie, mais c'est une utopie qui repose sur le concept de justice. Mais là, entre deuxième et troisième personne, il faut bien comprendre quel est le basculement. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans le deuxième cas, deuxième personne, citoyen du monde, et dans votre troisième personne, citoyen de nulle part? Qu'est-ce que ça change
Ou de partout. Pour quelque chose pour nous, finalement, pour le citoyen que nous serions dans ce cadre-là. Si vous permettez, je vais rappeler ce que j'entends par éthique de la première, de la deuxième et de la troisième personne très rapidement. Tout idéal éthique vise un bien. Et on peut viser soit le bien de celui qui énonce l'éthique, c'est-à-dire le bien de la première personne. Qu'est-ce que le bien humain ? Eh bien, je souhaite vivre le plus longtemps possible, je souhaite être heureux. Ça, ce sont des éthiques de la première personne qui sont tout à fait respectables. C'était la plupart des éthiques anciennes. Vous pouvez avoir une éthique de la deuxième personne où le bien visé, c'est le bien de l'autre. Par exemple, par compassion, par générosité. C'est l'éthique du médecin, par exemple, de l'infirmière. C'est l'éthique du professeur qui vise à transmettre le savoir de celui à qui il s'adresse. C'est l'éthique du médecin. Bref, c'est une éthique à la deuxième personne qui est tout à fait légitime aussi. Puis il y a une éthique de la troisième personne qui suppose la neutralité et qui se dit, c'est toutes les théories de la justice sont des théories de la neutralité. Qu'est-ce qui serait juste dans un État comme répartition, par exemple ? Le problème, c'est que toutes ces théories de la justice, quelles qu'elles soient, de Platon à John Rawls, ce sont des réflexions à l'intérieur d'un État. Et le cosmopolitisme de la troisième personne, c'est celui qui dit la barrière entre le citoyen et l'étranger est elle-même arbitraire et elle-même est injuste. Voilà donc la différence. Dans un cas, vous accueillez des étrangers, c'est la deuxième personne, et dans l'autre cas, le troisième cas, il n'y a pas d'étrangers. Et c'est peut-être pas pour rien tout ça, c'est qu'on a aussi le sentiment que les frontières nous protègent. C'est peut-être aussi pour ça que la tendance actuelle est plutôt à ériger des murs qu'à effacer toutes les frontières. Alors quelle vertu à élargir en fait cette communauté politique à l'infini. Des frontières, certains ont écrit des éloges des frontières. Le problème, c'est que, comme on le sait de façon tout aussi ancienne, les frontières sont à la fois la cause et l'effet des guerres. Et si vous voulez, la question n'est pas d'abolir demain les frontières, ce qui évidemment est absurde. L'utopie consiste à dire il y a une partie de la souveraineté nationale qui peut être déléguée, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Prenons un exemple d'une utopie en acte réaliste, si je puis dire, qui est à la fois politique et post-politique, l'Union européenne. Qui aurait pu dire, au lendemain de la guerre mondiale, que cette zone des tempêtes qui était l'Europe, qui a été le fruit de tant de dizaines de millions de morts, pouvait être le lieu où se construisait une nouvelle communauté politique autour, par exemple, de la France et de l'Allemagne. Il n'y avait rien de plus utopique au sens banal du terme, c'est-à-dire au sens de réaliser quelque chose qui semblait un idéal hors d'atteinte. Or, il y a eu cette construction qui, bien entendu, aujourd'hui est remise en cause, mais là nous parlons de circonstances, nous ne parlons pas de destin ni d'histoire, et cela consistait à construire quelque chose qui n'est pas encore fédéral, qui le sera peut-être un jour, dans lequel il y a un abandon partiel de la souveraineté au nom de quelque chose qui s'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire ne déléguer à l'échelon supérieur que ce que l'échelon inférieur ferait moins bien. Eh bien, c'est exactement ce vers quoi l'idéal cosmopolitique de la troisième personne peut nous guider. Bien entendu, les frontières en un sens nous protègent, mais en un sens, au contraire, nous accablent. Vous dites que votre utopie cosmopolitique veut bannir l'extranéité, c'est le terme que vous avez utilisé. Vous nous présentez un peu l'Union européenne comme le modèle de tout cela. Non, je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas finalement une difficulté à se dire cet étranger qui n'existera plus, ne sera plus à accueillir? Est-ce qu'on n'est pas dans une abstraction d'éthique plutôt que dans une éthique réelle? Écoutez, tant que vous raisonnez dans le cadre de l'État-nation, vous avez entièrement raison. Pourquoi le cadre de l'État-nation serait-il éternel ? Il est extrêmement récent, ce cadre. L'État-nation, depuis quand vous pouvez le dater ? Les historiens en discutent. Certains disent pour la France, la Révolution française. Très bien. En 1960, qu'est-ce que c'était l'État-nation français ?
l'Algérie, c'était la France, disait-on. À Alger, on était en France. Alors, où était l'État-nation ? Les États et les nations n'ont cessé de se reconfigurer. Mais avant, il y avait des frontières aussi, quand même. Non, il n'y avait pas de frontières. Les empires, ça ne fonctionnait pas sur le système de la frontière. Les frontières n'ont pas arrêté de s'ériger depuis 1914. Et pour reprendre un exemple que je cite, Zweig raconte que dans le monde d'hier, celui qu'il appelle le monde d'hier, il ne franchissait pas de frontières, il n'y avait pas de passeport. Les passeports sont une invention extrêmement récente. La plupart des villes d'Europe, les grandes villes d'Europe centrale au 19e siècle étaient des villes cosmopolites et il n'y avait pas eu ce besoin de frontières est né avec l'État-nation, ce qui a été, dans un certain nombre de cas, des luttes de libération incontestable, mais ce qui, dans d'autres cas, a créé encore plus de problèmes que ce qu'il s'agissait de réduire. Et pour en revenir à l'exemple dont nous parlions tout à l'heure, de façon très allusive, voilà, État d'Israël, ça a été une lutte de libération nationale, bien entendu, du peuple juif, et c'est comme ça que s'est revendiqué le sionisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël dans lequel il y a des frontières qui ne sont ni sûres ni reconnues, et dans lesquelles le rêve d'un État palestinien semble s'éloigner de jour en jour. Pour conclure, Francis Wolff, en quoi cette utopie cosmopolitique, telle que vous la définissez dans cet essai, va nous permettre de répondre à la question que vous soulevez, c'est-à-dire le fameux « qui sommes-nous » En quoi va-t-elle permettre d'établir un récit qui nous dira qui nous sommes et des idéaux qui nous diront comment le devenir ? Qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres humains et nous avons comme particularité de pouvoir tchatcher comme vous et moi en ce moment. Et quand vous vous promenez dans le monde, vous rencontrez d'autres êtres humains avec qui vous pouvez tchatcher, quelle que soit leur langue, parce que toutes les langues sont traduisibles. Et vous allez dans certaines villes et vous rencontrez des êtres humains qui se parlent à l'infini. L'idéal cosmopolitique consiste à réconcilier l'humanité avec elle-même, l'humanité comme cet animal parlant que nous sommes, avec le fait qu'il n'y a pas de frontières pour les animaux parlants, il n'y a pas de frontières entre les langues, il n'y a pas de frontières sinon arbitraires entre les peuples. Bien entendu, tout cela ne signifie pas qu'il faut demain abolir les frontières, je le répète, mais que nous devons viser quelque chose comme l'idéal qui, comme la démocratie à l'échelon politique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est un idéal vers lequel nous devons tendre en permanence. C'est l'idéal dans lequel la société et le pouvoir ne font plus qu'un. Eh bien, si nous le visons à l'échelle de l'ensemble du monde, ça s'appelle le cosmopolitisme. Francis Wolff, 3 utopies contemporaines. Votre dernier essai vient de paraître chez Fayard. Merci beaucoup à vous d'être venu autour de cette grande table.